Merci Martine. Bon, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de débats, et je vais essayer de réagir et de rebondir un peu sur toutes les questions que tu as posées et tous les sujets que tu as abordés, en faisant une introduction de qu'est-ce qu'on entend par la décroissance et qu'est-ce qu'on propose par rapport à tous ces défis. Alors la première des choses par laquelle j'ai envie de commencer, c'est que la première des décroissances doit être celle des inégalités. Et la croissance, c'est une raison pour laquelle la technocratie, l'oligarchie étant attachée, la croissance, ça a été cet outil qui a permis de repousser à demain la question du partage. Parce qu'on avait de la croissance, on acceptait la montée des inégalités. On acceptait qu'on partageait de moins en moins parce qu'il restait toujours des miettes de plus, qu'on pouvait toujours partager. Il y avait surtout cet espoir inconscient que parce qu'il y a de la croissance, demain, moi aussi, je serai riche, donc c'est une question de patience, ainsi de suite. Bon, on arrive à la fin de cette période. Donc il faut se reposer cette question du partage. Et si on ne se la pose pas de manière démocratique, ça risque d'être violent, comme on a pu le voir dans un premier temps, rapidement, avec la question des gilets jaunes, qui était à mon avis un prémisse de ce qui risque d'arriver si on ne pose pas les bonnes questions. Alors la décroissance, elle est née de la rencontre de deux mouvements. Le premier, et je tiens à insister énormément là-dessus, parce que je crois que c'est un trop grand oublié des débats, c'est la critique de la publicité, qui est un outil de colonisation de nos imaginaires, qui est un outil de manipulation. Alors on n'arrête pas de nous seriner sur les fake news, mais les fake news sont totalement légitimées depuis plusieurs décennies. Ça s'appelle la publicité, où au quotidien on est abreuvé de manipulation. Et quand je parle de manipulation, c'est quelque chose que... donc je suis ingénieur, on le disait, on parle sérieusement, mais c'est fait par des ingénieurs, c'est fait par des experts de psychologie sociale, de sciences cognitives, qui analysent nos réactions, notamment celles des enfants, pour optimiser des messages, pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin, pour capter notre imaginaire, pour capter notre bonheur, pour capter notre bien-être, pour capter le sens que l'on souhaite donner à nos vies. Donc la décroissance, au départ, c'est des casseurs de pub, c'est des désobéissants, qui font des actions de désobéissance civile contre la publicité et qui alertent contre ces méfaits, qui alertent contre comment ce temps de cerveau disponible est systématiquement capté par le capitalisme. Et ils rencontrent des gens qui sont critiques du développement, des gens qui ont voyagé dans le Sud, des gens qui ont rencontré d'autres cultures, d'autres histoires, qui ont fait aussi tout un voyage à travers l'histoire des civilisations, à travers l'histoire... à travers un travail anthropologique, la place de l'économie, des marchés, des techniques, des cultures dans nos sociétés et ainsi de suite, et qui se rendent compte que le développement est un outil post-colonialiste, impérialiste, qui a pour objectif d'imposer notre modèle de société, qui est le capitalocène et non pas l'anthropocène. La plupart des civilisations dans ce monde ne sont pas responsables du changement climatique, il faut bien nommer les choses, c'est la société occidentale, thermo-industrielle, capitaliste, productiviste, consumériste, technoscientiste, économiciste, etc., qui est responsable de ça. Et sous couvert de développement, sous couvert de bonnes intentions, on s'est mis en place dans une logique impérialiste culturelle, soi-disant pour aller développer d'autres pays, mais en fait c'était pour aller piller des ressources. Parce que comme le disait Martine, si on a une empreinte écologique de 3 planètes aujourd'hui en France, voire de 7 planètes en Amérique du Nord, c'est qu'on va bien chercher des planètes quelque part. Et ça s'appelle l'exploitation des pays du Sud, ça s'appelle l'extractivisme, ça s'appelle le développement. Et ils se disent... on voit apparaître dans les débats le développement durable, donc c'est l'époque au début des années 2000, où c'était un sujet qui commençait à arriver, on commençait à être documenté sur le changement climatique, etc. Et nos amis qui venaient du monde de la pub, qui étaient critiques par la publicité, ils sentent aussitôt comment le système va se réapproprier ces débats, comment ils vont les vider de leur sens. Ce qui fait que 20 ans après, on achète plus ou moins les mêmes produits dans les supermarchés, seulement les emballages ont changé. Les labels ont changé, les slogans ont changé. Aujourd'hui, tout est local, comme chez maman, comme chez grand-mère, bio, écolo, soutenable, tout ce qu'on veut. Le SUV, on le vend écolo, on le voit, c'est une famille dans un paysage magnifique, ils sont heureux, ils se baladent, etc. Alors que la réalité du SUV, c'est dans les embouteillages, seul dans sa voiture. Et donc, ils se disent, on a besoin d'un outil sémantique pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour s'attaquer à la religion de la croissance. Donc ils utilisent le terme décroissance. Alors la décroissance, c'est pas la logique de décroître pour décroître, c'est plutôt, je dirais, de décroître. Parce que décroître pour décroître, ce serait aussi stupide que croître pour croître, mais c'est plutôt comment passer d'une pensée quantitative à une pensée qualitative, se réapproprier du sens à nos vies.
se réapproprier le sens de nos activités, se reposer la question de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, et non pas dans une logique uniquement de profit, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors il y a deux grands constats dans la décroissance, et il faut systématiquement faire le lien entre les deux. Il y a à la fois les limites physiques à la croissance. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre ce qu'est une fonction exponentielle, celle de la croissance, et qu'elle n'est pas possible sur une planète finie qu'est la Terre. Une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. C'est totalement aberrant. À un moment donné, on atteint des limites. On ne peut pas toujours croître, aller plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus délirant, etc. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je pense que Julien va plus aborder ces dimensions de limites physiques, dimensions énergétiques, mais c'est au départ un article universitaire de Nicolas Georgescu-Roegen sur les processus économiques et la seconde loi de la thermodynamique et la loi de l'entropie. Donc, à chaque fois qu'il y a un processus économique, on détruit des capacités de vie sur la planète. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir des modèles économiques qui, avec parcimonie, utilisent les ressources auxquelles on a accès et les utilisent intelligemment pour répondre aux besoins fondamentaux et non pas dans une logique de gaspillage. Parce que, comme il disait, à chaque fois qu'on fabrique une voiture, c'est autant de vies à venir qui sont détruites. C'est la vie de nos arrière petits-enfants qui est remise en question quand on produit des choses fondamentalement inutiles, comme on en consomme tous les jours. Et on fait le lien avec les limites culturelles à la croissance. Parce que, malgré notre empreinte écologique de 3, 4, 5, 6 planètes, on est très loin d'être heureux à la hauteur de notre niveau de gaspillage. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. On assiste depuis plusieurs années à une courbe ciseau entre une croissance économique qui n'arrête pas d'augmenter, et puis un niveau de bien-être subjectif dans notre société qui a commencé à stagner, voire qui commence à baisser dans beaucoup de sociétés ou pour certaines parties de notre population. Et on commence à voir la même chose aussi avec un des arguments centraux de ceux qui prônent la croissance autour de l'espérance de vie, qui commence à piquer dans la plupart des sociétés occidentales et qui a commencé à baisser depuis plusieurs années auprès des populations les plus pauvres. Ça a commencé avec les Afro-États-Uniens, par exemple. Donc c'est la question de, mais comment ça se fait qu'on gaspille autant et qu'on est aussi malheureux? Comment ça se fait qu'il y a autant de violence? Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation d'incapacité de dialoguer avec des gens qui souffrent comme les Gilets jaunes? Et la seule réponse, c'est les violences policières. C'est une arrogance institutionnelle. C'est la montée des inégalités. C'est la perte de sens au travail. C'est la marchandisation de nos vies, etc. Et la décroissance s'appuie sur tout un nombre assez important de penseurs, de pensées, d'écoles de pensée, invite aussi à faire un voyage dans d'autres civilisations, parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre de l'histoire, on a beaucoup à apprendre en allant rencontrer d'autres cultures. Tout le monde n'est pas dans une logique de vouloir désirer toujours plus, pour consommer plus, pour détruire la planète, pour exploiter son prochain, et ainsi de suite. On se rend compte que l'être humain est beaucoup plus complexe que cette imposture intellectuelle néolibérale, comme quoi on s'est uniquement intéressé par le profit, et ainsi de suite. Et pour prendre juste un exemple, parce que je vais être rapide, un des précurseurs de la décroissance qui nous intéresse beaucoup, c'est Ivan Illich. Alors je parlais de la voiture. Ivan Illich a développé cette théorie autour des seuils de contre-productivité. Donc quand on crée un nouvel outil, une nouvelle technique, une nouvelle technologie, une nouvelle institution qui peut être économique, politique, démocratique, etc., et qu'on se met à la développer, à la faire croître, très vite on arrive à un seuil de contre-productivité. Là où elle a été créée pour répondre à certains besoins fondamentaux, elle devient contre-productive par rapport à ces enjeux. Et l'exemple de la voiture est assez marquant. Dans les années 70, il a fait une étude sur la vitesse moyenne de l'automobile, si on prend aussi en compte le temps qu'on doit passer à travailler pour payer sa voiture et l'infrastructure qui va avec. Et il trouvait une vitesse moyenne de 5 km/h. Et aujourd'hui, je vous invite à faire le même type de raisonnement avec l'ensemble des technologies et des techniques dont on est dépendant, notamment les téléphones portables, etc., et de se rendre compte à quel point, là où ça devait répondre à des besoins de se rencontrer, de communiquer, de vivre bien, des besoins fondamentaux, etc., très vite, il s'avère contre-productif. On n'a jamais été autant suréquipé d'outils de communication et on n'a jamais été aussi mauvais pour communiquer les uns avec les autres. Et Ivan Illich nous invite à remettre à sa place la technique, les outils, les infrastructures, les institutions, etc., pour toujours poser la question comment est-ce qu'elles ont du sens et quels sont les objectifs qu'il y a derrière lorsqu'on les utilise, lorsqu'on souhaite les utiliser. Je pourrais citer des dizaines d'autres penseurs comme Ivan Illich. Je pense par exemple à Karl Polanyi, qui est d'origine hongroise et qui nous invite à repenser la place des marchés dans nos sociétés à travers un voyage dans l'histoire des civilisations et qui nous explique que l'exception, c'est notre société occidentale qui a mis le marché au cœur de tout, à tel point qu'aujourd'hui on vit dans la religion de l'économie,
Pour citer Mark Twain, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous, et aujourd'hui le marteau qu'on a dans la tête, c'est l'économie, à tel point que lorsqu'on parle de changement climatique, les technocrates, ils ne comprennent que le coût que ça va coûter. Alors que l'enjeu, c'est de savoir est-ce que leurs enfants vont survivre sur cette planète ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de centaines de milliards de dollars ça va coûter quand tout va s'effondrer, et ainsi de suite. Donc la décroissance, elle fait lien sur tout ça, elle nous invite à reposer la question du sens. La question du sens de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, à poser la question de comment construire des transitions, et j'insiste bien sur le pluriel, des transitions démocratiques et sereines, vers de nouveaux modèles de société qu'on peut appeler décroissants, mais qui seraient relocalisés et ouverts, et j'insiste énormément sur l'ouverture. L'enjeu n'est pas de se renfermer sur soi-même contre le méchant chinois, contre le méchant migrant ou quoi que ce soit, c'est relocaliser parce que ça a du sens, c'est relocaliser pour se reconnecter avec la nature, avec nos productions, avec nos économies, avec notre système démocratique, avec les autres, mais ouvert. Il faut fermer les frontières pour les marchandises, mais il faut les ouvrir pour les personnes. Parce que je crois que la rencontre est riche de joie de vivre, est riche d'intelligence collective, est riche de démocratie, de contre-pouvoir, de dialogue, de discussion, etc. Donc une logique de relocalisation ouverte, et une logique aussi de soutenabilité, bien sûr, mais de désirabilité, de joie de vivre, d'autonomie. Autonomie au sens de castorialisme, c'est-à-dire de démocratie directe, des citoyennes, des citoyens autonomes, capables, émancipés, capables de s'auto-instituer des règles, des limites qui ont du sens d'un point de vue environnemental et humain. Relocaliser aussi, c'est un peu l'exemple de ce qu'on peut voir de manière assez caricaturale aujourd'hui en Suède. L'année dernière, on avait organisé la 5e conférence internationale de la décroissance en Suède, et la Suède est souvent présentée comme étant le modèle de la transition énergétique qui a réussi. Donc ils ont mis en place plein d'énergies renouvelables qui sont très consommatrices de métaux, notamment de métaux rares. Et pour répondre à cette demande, ils ont été obligés de réouvrir ou d'ouvrir de nouvelles mines. Et d'un seul coup, les gens se sont réalisés que les énergies renouvelables n'étaient pas si propres que ça, n'étaient peut-être pas si renouvelables que ça. Et il y a ce conflit aujourd'hui qui amène vers le débat vers la décroissance, où l'enjeu n'est pas de substituer les énergies, mais c'est d'aller vers la seule énergie qui est vraiment soutenable et renouvelable, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc d'avoir des modes de vie qui ne sont pas énergivores et dépendants de toujours plus d'énergie, et ainsi de suite. Donc à travers toutes ces réflexions, l'enjeu c'est vraiment un changement de paradigme. On parle de décoloniser nos imaginaires. Donc ça a à la fois une dimension scientifique, physique très forte, Julien reviendra plus dessus tout à l'heure, mais c'est avant tout une question philosophique, de se rappeler qu'est-ce qu'une bonne vie, qu'est-ce qu'une vie qui a du sens. Nous sommes mortels, nous sommes amenés à naître et à mourir, et la question c'est de savoir, le temps qu'on passe sur cette planète, comment on a envie de le passer de manière intelligente. Est-ce que c'est à travers un bullshit job, à remplir des fichiers Excel que personne ne remplit, parce qu'on est obligé d'avoir un boulot pour payer sa bagnole, pour aller bosser, et ainsi de suite, ou c'est au contraire d'avoir des vies avec des activités choisies, partagées, peut-être plusieurs temps différents dans la même journée, avec des activités plus pratiques, plus manuelles, des activités plus intellectuelles, démocratiques, politiques, de créativité, des temps de joie de vivre, etc. Et la décroissance, elle nous invite à repenser une vie belle, dans une société où je crois tout devient toujours plus stressant, mortifère, matérialiste, etc., etc. Alors j'en arrive au dernier point de ma présentation, en espérant que je ne suis pas trop long, j'espère que je tiens le timing. Qu'est-ce que pourrait être un projet de décroissance? C'est-à-dire que comment on sort de ce modèle de société toxico-dépendant à la croissance, de cette oligarchie financière qui domine, qui possède les médias dominants, la publicité, qui colonise les imaginaires, qui capte les sujets dont on a envie de parler, dont on a envie de discuter, etc., qui est aussi extrêmement violente, parce qu'on est obligé d'accepter très souvent des boulots à la con, des boulots toujours plus durs. La souffrance au travail devient un véritable problème de société effroyable. En acceptant ces boulots à la con, on souffre, on est aussi dans une situation de précarité, on se retrouve avec des emprunts de plus en plus, il va falloir emprunter pour étudier. La France est un des derniers pays protégés au monde de ce point de vue-là. Donc on commence sa vie, on emprunte pour étudier, et on est condamné à accepter un boulot à la con toute sa vie pour une multinationale pour pouvoir rembourser son emprunt. Donc comment on sort de toutes ces aliénations économiques, capitalistes, et puis aussi culturelles, à travers le consumérisme, le productivisme, le matérialisme qui nous manipule à travers la publicité. Alors nous, on voit 4 niveaux d'action qui sont tous aussi importants les uns que les autres, complémentaires. Il faut les articuler systématiquement les uns avec les autres. Il y a le niveau individuel. Alors là, je ne parle surtout pas de survivalisme. Je suis très critique avec mes amis qui parlent d'effondrement et de survivalisme. Le survivalisme ne peut amener que à la guerre civile, avec ceux qui ont compris, qui vont se protéger, qui vont acheter des armes et trouver les bonnes solutions pour eux-mêmes, et les autres qui vont gueuler la gueule ouverte, pour reprendre l'expression, le titre d'une revue d'écologie politique des années 70, et qui vont se battre avec eux pour les dernières ressources qui restent. L'individualiste
est une étape ultime de ce modèle de société individualiste. Il faut rompre, il faut recréer du commun, il faut recréer du lien, il faut recréer des coopérations, des solidarités, du partage et ainsi de suite. Donc individuel à travers la simplicité volontaire ou à travers l'abondance frugale, parce que je crois qu'il n'y a d'abondance que frugale. On est capable d'être heureux dans la vie que si on est capable de se limiter. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de joie de vivre, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas hédoniste, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un excès de rencontres, d'amitié, d'amour, de joie de vivre, de jeux, de fêtes, etc. Ou de culture. De réduire son temps de travail, donc passer à des temps partiels, en gagnant moins d'argent, en consommant moins, mais mieux, en se reconnectant, et puis aussi en étant beaucoup plus autonome, en faisant des choses soi-même. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde, parce que la société est organisée d'une telle manière où on aliène une grande partie de nos populations au travail. Déjà, quand on a fait un emprunt, on est condamné à bosser toute sa vie. Donc, c'est peut-être pas la solution idéale pour tout le monde. Mais pour celles et ceux qui peuvent le faire, j'invite à le faire. Travailler moins pour vivre mieux. La deuxième, c'est vendre, balancer sa voiture, qui coûte énormément d'argent, et puis passer au vélo cargo. C'est ce qu'on fait nous à Budapest. On fabrique des vélos cargo. C'est des vélos, on peut tout transporter, notamment ses enfants. Et les enfants adorent, et ça crée un autre lien avec les gens dans la ville, etc. Mais là, c'est pareil, on a créé une forme d'urbanisme et des modes de vie où malheureusement tout le monde ne peut pas le faire. Donc tout ce que je dis là n'est pas une posture moraliste, mais c'est une posture d'invitation quand c'est possible. Et j'expliquerai après d'autres points qui permettent à d'autres personnes d'y avoir accès, sachant que tout le monde ne peut pas le faire. C'est aussi repenser sa consommation à tout niveau. Essayer de se désintoxiquer de tous les gadgets, de toutes les saloperies que l'on achète. Et là aussi, c'est très difficile, parce qu'on est conditionné à consommer toujours plus. Enfin, il y a vraiment des outils de manipulation qui sont des armes de destruction massive qui sont là pour capter nos imaginaires et nous pousser à faire ça. Donc à chaque fois que je fais un achat, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça a vraiment du sens? Ça va vraiment me rendre heureux? Et ça passe aussi derrière par des partages, la mise en commun, etc., etc. Repenser son alimentation. Consommer moins de viande. Alors des fois ça peut tiquer, etc. Mais la viande est aujourd'hui ce qui est peut-être l'un des aspects les plus déterminants en termes d'empreinte écologique pour les Français. Donc consommer moins de viande. Par contre, consommer de la bonne viande. Locale, on connaît le producteur local et on le défend économiquement pour que les animaux vivent dans de bonnes conditions et ainsi de suite. Donc moins de viande, mais bien. Essayer d'aller vers des producteurs locaux. Là, il y a le scandale des supermarchés qui ont récupéré le bio et qui surfacturent le bio. Donc on voit là les impostures. Donc plutôt, et même si des fois on va payer un peu plus cher, aller dans des coopératives, aller dans des petits magasins de quartier, parce que ça défend aussi les emplois locaux. Et là, ça participe à travers ces choix individuels à renforcer les économies locales. Donc simplicité volontaire, frugalité heureuse, sobriété heureuse, abondance frugale, vous appelez ça comme vous voulez, mais se limiter pour être plus heureux et se réapproprier du temps pour faire des choses qui ont du sens. Le deuxième niveau, c'est collectif. C'est par exemple ce que j'ai la chance de faire à Budapest, autour d'un collectif qui s'appelle Cargonomia. On fait le lien entre une ferme bio, une boulangerie bio, un atelier, on fabrique des vélos et des solutions low-tech, des remorques, etc. pour le transport en milieu urbain, un centre logistique avec une coopérative sociale de coursiers où on distribue de la bouffe bio localement et ainsi de suite. Et autour de ça, énormément de projets. Des projets d'éducation populaire, des projets d'insertion, des projets de solidarité, des projets de recherche et ainsi de suite. Alors tout le monde ne peut pas le faire. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement privilégié, comme souvent les gens qui sont dans ces initiatives-là. J'ai eu la chance de pouvoir voyager, de pouvoir m'arrêter, de pouvoir réfléchir, de rencontrer des gens et d'avoir de l'argent de côté pour me lancer dans ce type de projet. Donc soutenez les gens qui sont là-dedans parce que c'est pas facile tous les jours, mais c'est un support qui peut servir d'expérimentation et de levier pour construire des sociétés de demain. Et on a pu voir par exemple quand il y a eu cet effroyable massacre de la Grèce avec les plans d'austérité, comment ces initiatives citoyennes ont servi de pilier pour que d'autres populations qui se retrouvaient dans des situations économiques effroyables, pour se nourrir, se soigner, etc., se sont appuyées dessus pour les étendre et créer d'autres formes de solidarité, à travers notamment l'économie de réciprocité. Donc c'est extrêmement important de soutenir les initiatives locales, et il y a des dynamiques extrêmement intéressantes autour de ça. Le troisième niveau, la résistance. Alors, je parlais tout à l'heure de la résistance à l'agression publicitaire, mais c'est tout... Et là, je pense que vous êtes tous très actifs autour de ça, c'est aller à l'Alter G7, c'est se battre, il y a eu ce combat contre Notre-Dame-des-Landes, se battre contre tous ces grands projets inutiles imposés, se battre contre l'évasion fiscale, se battre pour que les multinationales payent des impôts, se battre pour la justice sociale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut résister.
et résister dans les institutions, à l'extérieur des institutions. Moi, je vois à travers les élections, à travers un parti politique, un outil aussi de résistance, de créer des contre-pouvoirs pour contraindre les pouvoirs et ainsi de suite. Et le dernier point, et je conclurai là-dessus, c'est le projet. Alors qu'est-ce qu'on propose? Je dirais qu'on a les mêmes débats à peu près qu'à la France Insoumise. Je crois qu'il y a beaucoup de convergences. Moi, je me retrouve dans énormément de choses qu'il y a dans la planification écologique, avec une critique par rapport aux termes, mais chacun son jargon, et c'est bien qu'il y ait des jargons différents, parce que déjà, le même jargon ne séduit pas de la même manière tout le monde. Et puis aussi des réflexions autour des gratuités. Moi, je crois énormément, et les Gilets jaunes nous l'enseignent, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la première des décroissances doit être celle des inégalités. Il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. La transition écologique doit être menée par les populations à qui on offre une situation de sérénité, du respect, du temps pour qu'elles accompagnent ces changements. Et pour avoir passé beaucoup de temps à dialoguer avec des gilets jaunes, c'est pas des fous furieux qui veulent conduire toujours plus pour aller faire des bullshit jobs. C'est des gens qui ont beaucoup mieux compris les enjeux climatiques qu'un Emmanuel Macron ou sa clique de technocrates. Mais juste, ils veulent être respectés. Et ils veulent pouvoir se réapproprier le fait d'être autonomes et acteurs dans cette transformation. Et les gratuités peuvent être un outil formidable par rapport à ça. Ça permet de se réapproprier le commun, de se réapproprier ce qui est fondamental pour avoir une vie décente et de faire sortir des logiques de marchandisation, de capitalisme, de profit et ainsi de suite, et d'offrir ce dont je crois qu'on n'a jamais créé une société où il y avait aussi autant d'insécurité. Toutes les traditions, toutes les sociétés, toutes les civilisations avaient créé des logiques pour qu'on soit toujours serein, pour que les enfants soient sereins. Aujourd'hui, on a créé une société d'opulence, de gâchis, où on est en permanence stressé, on a peur de perdre son emploi, on a peur de se retrouver à la rue, on a peur de tout. Donc les gratuités peuvent être un outil pour mettre ça en place. Donc gratuité de l'eau, à un niveau que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant. Mais sans le laisser dans les mains d'un Veolia, par exemple. C'est-à-dire que c'est l'enjeu aussi de créer des dynamiques citoyennes, des délibérations citoyennes sur quelle gouvernance de ces communs. Comment on s'auto-organise pour répondre aux besoins fondamentaux de manière gratuite. La même chose avec la nourriture, la même chose avec l'immobilier qui devient infernal. Quand je vois des villes comme Paris, je ne sais pas quelle est la situation par exemple à Toulouse, mais c'est un scandale. C'est des gens qui travaillent, un jeune couple qui travaille ne peut pas se trouver un logement. Donc on arrive dans une société d'opulence, quelque chose de base n'est plus possible. Donc l'immobilier, les services funéraires, moi, c'est un truc qui me dérange le plus dans ce monde capitaliste, c'est dans des périodes aussi difficiles que lorsqu'on perd un proche, on se retrouve face au capitalisme à payer très cher. Il faudrait créer des coopératives autogérées de services funéraires gratuits, avec des accompagnements des personnes, en proposant des services qui ont du sens et ainsi de suite. La même chose avec les transports de proximité, et je pourrais continuer comme ça la liste. Et donc gratuité, quasi-gratuité du bon usage, mais surtout renchérissement du mésusage. Moi je dis toujours, les riches, s'ils veulent continuer à utiliser leur 4x4, pas de problème. Par contre, ils payent le vrai prix. Mais le vrai prix pour utiliser son 4x4 en ville, c'est aller en Irak, faire la guerre, ramener son baril de pétrole, le raffiner, pour ensuite pouvoir l'utiliser, etc. Donc c'est responsabiliser les gens. On paye le vrai prix, humain, environnemental, etc. Et en parallèle de cette logique de gratuité, donc nous on parle aussi, on le fait le lien avec des monnaies locales, avec les débats autour du revenu de base inconditionnel, en étant très prudent de ne pas tomber dans le piège d'un revenu de base néolibéral. Donc il faut vraiment faire la distinction. Je dirais que le débat pour ou contre le revenu de base n'est pas un bon débat, c'est un revenu de base pourquoi faire, et ça peut être un levier intéressant dans un cadre donné, accompagné d'autres réformes, et je dirais surtout à condition qu'il soit accompagné d'un revenu maximum acceptable. Je crois que, et c'était d'ailleurs une des revendications qui était sortie des Gilets jaunes, et j'en étais très très content. Ça devrait être aujourd'hui au cœur des débats. Revenu maximum acceptable. Quand on parle des limites, d'abord les limites pour les plus riches. D'ailleurs, les plus riches, il y a plein d'études convergence aujourd'hui qui montrent qu'ils sont loin d'être les plus heureux. Donc libérons-les de leur mal-être. Et puis d'autres choses que j'ai évoquées, donc la lutte contre l'évasion fiscale est quelque chose qui est lié à ça et qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'on est à l'aube d'une nouvelle crise économique qui risque d'être encore plus violente que celle de 2008, et je crois qu'il va vraiment falloir être prêt avec un projet alternatif pour, pas comme en 2008, que ce soit à nouveau les plus démunis, les plus pauvres qui payent cette crise. Il va falloir faire payer les vrais responsables par rapport à cette crise, et c'est très simple, renationalisation des banques et reprise en main démocratique, politique,
de la financiarisation de l'économie, de nos systèmes économiques, etc., qui peut passer par la mise en place de monnaie locale à travers la relocalisation. Et puis aussi tout un débat, c'est quelque chose dont on a un peu perdu de vue, tout un débat sur cette imposture qui est le remboursement des dettes publiques. Donc la mise en place d'audits sur les dettes publiques et le refus de rembourser les parts illégitimes, illégales de spéculation sur ces dettes publiques, parce qu'on se fait, une oligarchie financière se fait du beurre sur nos sociétés et ainsi de suite. Donc voilà quelques lignes autour d'un projet de décroissance. Je vais conclure en espérant vraiment d'avoir été trop long. Donc on a ce slogan aussi, c'est que l'enjeu il est entre récession subie ou effondrement, ou d'un côté, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la récession on commence à la vivre, avec une montée de la précarité, une explosion des inégalités, etc. L'effondrement, on commence à le vivre, je crois que l'été qu'on vient de vivre, après celui de l'été dernier et ainsi de suite, alerte de plus en plus de personnes. Les gens sont très inquiets, les gens commencent à comprendre que les questions de changement climatique, c'est pas uniquement des scientifiques qui montrent des courbes dans des universités, c'est quelque chose de réel, qui a un impact sur notre quotidien, qui a un impact sur ce que l'on mange, sur comment on vit, sur notre confort, sur notre vivre ensemble et ainsi de suite. Donc l'effondrement, il a commencé. Il est là, l'effondrement, ce ne sera pas le grand soir, ce ne sera pas demain Mad Max, ça va être différentes étapes, différentes catastrophes, avec des retours en arrière, etc., etc. Donc si on ne fait rien, ou si plutôt on continue dans la même logique de M. Macron et compagnie de croissance verte, de la science et les techniques vont nous sauver, les multinationales vont nous sauver, etc., les barbaries risquent de s'accélérer, de s'accentuer, d'être toujours plus violentes, et ainsi de suite. Donc le choix, c'est la décroissance choisie. Donc c'est comment on s'auto-organise collectivement avec les quelques pistes que j'ai évoquées, j'en ai d'autres, j'ai dû faire court, je m'en excuse, comment on s'auto-organise pour sortir de nos toxicodépendances à la croissance, pour sortir de ce modèle économique, nommons-le le capitalisme, pour se réapproprier les communs, une autre gouvernance sur les communs, pour partager, pour repenser qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, et surtout pour se réapproprier du temps, pour dialoguer. Je crois que ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans notre société, c'est du temps. Et c'est ce qui ressortait aussi des Gilets jaunes, moi, que je rencontrais. Ils ont retrouvé deux choses qui ont été détruites dans cette société. La première, c'était la fraternité. Je crois que c'est vraiment un des maîtres mots. C'est des gens qu'on avait amenés à avoir des modes de vie dans leur voiture, dans des boulots précaires, et puis derrière à regarder la télé avec tout un discours de peur où ils pensaient qu'ils étaient les seuls à souffrir et qu'autour la société était dangereuse. Ils se sont d'un seul coup rencontrés, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls, et ils ont commencé à fraterniser autour de ça. Et sur la fraternité, on peut construire l'égalité, donc le partage et ainsi de suite. Et à partir de l'égalité, on peut avoir des espaces de liberté. Et je crois qu'en France, on s'est planté quand on a parlé de liberté, égalité, fraternité. On aurait dû parler de fraternité, égalité, liberté. Et la décroissance nous invite à repenser la société de cette manière-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui sont déjà en cours. Il y a énormément de débats qui se passent. Il y a toute une jeunesse qui est en train de se lever, qui refuse d'aller bosser dans ces multinationales, qui refuse les enseignements qu'on leur impose dans ces grandes écoles, dans les universités, dans les écoles qui n'ont pas de sens. Je crois que la société culturellement est prête à changer. Donc à nous de porter ce changement. Je vous remercie.